Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours d'IF40. Donc on va attaquer le chapitre numéro 4 qui va concerner le convertisseur analogique numérique. Alors pour réaliser cette vidéo, je vais utiliser le support de cours comme d'habitude, le fascicule du DSP, ainsi que Code Composer avec le DSP branché pour vous montrer quelques petits exemples de code. Les exercices de fin de ce cours seront, les corrections seront distribuées sur Moodle ultérieurement. Alors, on va reprendre. Donc, on attaque un nouveau chapitre sur le module convertisseur analogique numérique. Je l'ai séparé en deux parties. Dans un premier temps, nous allons voir le convertisseur analogique numérique dans sa globalité, en général, quel est son fonctionnement. Et puis, on va se focaliser sur le convertisseur analogique numérique du DSP avec sa configuration et son utilisation à travers les différents registres. Pour ce faire, je vais utiliser le langage C. Alors, c'est notre premier chapitre où on utilise le langage C. Donc, je vais faire une ou deux questions également en assembleur pour que vous voyez l'analogie. D'accord ? On y va. Alors, quelques généralités sur la conversion analogique numérique. Comme d'habitude, pour vous expliquer ceci, je prends exemple sur une application. Alors, d'où ça vient ? Comme je vous l'avais dit en introduction du cours, le développement d'électronique numérique a peu à peu permis de remplacer des fonctions qui étaient autrefois faites de façon analogique par des systèmes du coup numériques. D'abord réalisés par des fonctions logiques câblées, les systèmes ont évolué vers des ensembles microprogrammés. C'est le cas de notre microprocesseur, c'est le cas de notre microcontrôleur, et plus précisément de notre DSP pour Digital Signal Processor et par calculateur. Alors l'exemple le plus flagrant et le plus utilisé lorsqu'on fait de l'ADC, en tout cas celui que moi j'ai choisi de vous représenter, eh bien c'est tout simplement l'enregistrement, comme je le fais en ce moment, de la voix sur un support numérique. Notre monde est un monde analogique, donc lorsque je parle, ma voix émet à travers mes cordes vocales un signal analogique qui varie en fréquence et en amplitude en fonction du temps. Le problème, c'est qu'il est très difficilement interprétable en l'état par une structure numérique. C'est même impossible. On va devoir donc ce qu'on appelle numériser le signal afin de récupérer l'information. Donc lorsque j'utilise par exemple un micro, le micro va me renvoyer une tension qui est l'image du déplacement de l'onde dans l'air. Donc je vais directement avoir une tension électrique qui est l'image du déplacement dans l'air de l'onde et donc de la voix. Je vais convertir numériquement cette tension qui est analogique pour pouvoir la traiter. Et puis ensuite, je peux faire l'effet inverse, c'est-à-dire convertir numériquement vers analogique pour bien le mettre sur le haut-parleur et entendre ce que je parle dans le micro. Alors, le son est transformé par le micro en un signal analogique. Donc un convertisseur analogique numérique, qu'est-ce qu'il fait ? Il transforme en un signal numérique le signal analogique, afin de pouvoir le traiter numériquement. Le résultat de ce traitement, on peut ensuite le reconvertir en un signal électrique analogique, par l'inverse, un convertisseur numérique analogique. Alors nous, on va voir dans ce chapitre uniquement la partie analogique vers numérique. Et ensuite, quand vous ressortez en analogique, vous pouvez le brancher sur un haut-parleur qui peut le transformer en un son. Alors l'intérêt du traitement numérique, c'est de pouvoir modifier ce traitement par une simple modification de programme, sans changer les composants. Alors, comment va se découper cette conversion analogique numérique ? Tout d'abord, nous avons un signal analogique. Qu'est-ce qu'un signal analogique ? C'est un signal dont la tension varie à l'infini. Au lieu de prendre deux états, 0 ou 1, j'ai une infinité d'états entre 0 et x volts, avec x étant la tension maximale que je peux mesurer. Par exemple, on a un potentiomètre qui convertit une position du curseur en une tension. En fonction de comment vous tournez le curseur, vous allez avoir une certaine tension. On va tout d'abord ce qu'on appelle numériser ce signal. Comment ? Eh bien avec un codeur numérique qui délivre un code binaire en fonction de sa position.
En gros, plus la tension va être élevée, plus le code binaire va être élevé. Et puis on va avoir ce qu'on appelle un seuillage, qui est un détecteur, par exemple un détecteur de niveau, d'eau d'une cuve, etc. En quoi consiste un seuil? Un seuil consiste à l'intérieur, ici, si je zoome, à définir si le niveau est à 0 ou à 1, et donc forcément il va y avoir une variation de tension. Je prends un exemple, si je définis mon seuil à 0,3 volts, tout signal entre 0 et 0,3 sera défini comme un 0, et tout signal supérieur à 0,3 volts sera défini comme un 1. Vous comprenez donc qu'entre une tension analogique qui peut prendre n'importe quel état et une numérisation faite par un nombre binaire qui est fait à partir de seuils, eh bien on a une perte d'information en fait. On va être précis au niveau du seuil près. Dans mon exemple, je suis précis à 0,3 volts près. Une différence de 0,1 volts entre 0 et 0,3, je ne peux pas la capter. Donc il faut bien avoir conscience de cela. Alors, quelles sont les étapes pour pouvoir réaliser cette conversion? La numérisation d'un signal, elle fait passer des grandeurs réelles variant continuellement dans le temps, en une suite d'entiers naturels ou relatifs évoluant de manière discrète dans le temps. Plusieurs phases se succèdent. Alors, on va découper dans le temps le signal avec des intervalles réguliers. Et on va prélever la valeur du signal à un instant qu'on appelle t. L'espace de découpage, l'espace entre deux prélèvements, on va l'appeler TE. Ou encore la période d'échantillonnage, E pour échantillonnage. Pendant cette période, on va prendre la mesure et entre deux prises de mesure, on va la conserver en attendant la suivante. Un exemple, si j'ai pris une mesure ici de 1 volt, je vais considérer que jusqu'à la prochaine prise de mesure, le signal vaut 1 volt. Et pour chaque prise de mesure, on va l'associer à une valeur numérique codée en binaire. Un petit exemple, voici un signal analogique qui varie dans le temps en entrée, et voici ce que j'ai fait quand je l'ai échantillonné. Donc j'ai choisi un intervalle de temps TE, et à chaque TE, en fait, je prends un point. Donc ça me donne quelque chose comme ceci. Ça me donne un nuage de points, et il serait tentant de relier ces points entre eux par une ligne, pour retrouver exactement la même chose que ici, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Entre deux points, la tension reste constante. Alors la première opération, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Donc échantillonner un signal, c'est prendre des points à une période de temps fixe. Attention, à gauche, on a ici un système continu. À chaque temps t correspond une fonction, une tension qui lui est propre. À droite, nous avons un système discret. Pour chaque temps t, on n'a pas forcément un résultat, mais on a le résultat à TE, enfin à t moins le delta TE ici. D'accord? Donc on passe d'un système continu à un système discret, c'est très important. Donc elle est répétée à intervalles temporels équidistants, contrôlée par une horloge d'échantillonnage de période TE. La fonction obtenue n'est plus à temps continu, mais à temps discret. Alors, ce temps discret fait qu'il y a des trous. Okay, et comme je vous l'ai dit, dans ces trous, il va falloir les combler. Donc le circuit qui réalise déjà le prélèvement, c'est ce qu'on appelle un échantillonneur. Vous avez ici un schéma électrique, enfin une représentation graphique de ce que vous trouverez dans un schéma électrique d'un échantillonneur. Mais entre deux points, il ne faut pas ce qu'on appelle laisser s'échapper l'échantillon. Donc avant de passer au suivant, il faut maintenir l'échantillon le temps de le convertir. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle un bloqueur. Un bloqueur, c'est ni plus ni moins, vous pouvez voir ça, qu'une mémoire analogique. Donc quand je prends le point là, il va conserver la tension jusqu'au point suivant. C'est ce qu'on appelle bloquer. Vous avez ici une représentation graphique d'un bloqueur que vous trouverez dans un schéma électrique. Du coup, si j'applique ça, j'ai mon signal qui est échantillonné à gauche. Si je le bloque, eh bien, je vais avoir un signal qui se comporte comme ceci. C'est-à-dire que pour chaque point, je vais garder la tension jusqu'au prochain point.
Et vous voyez que là, ça n'a plus du tout la même forme que le signal analogique de tout à l'heure. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que pendant cette période-là, on va réaliser la conversion analogique numérique. Donc pour laisser au convertisseur analogique numérique le temps d'agir, la tension d'entrée doit rester stable le temps de la conversion. Les deux opérations d'échantillonnage et de blocage sont associées généralement dans un même bloc technologique. C'est ce qu'on appelle l'échantillonneur-bloqueur. Et la structure de principe, vous la trouvez ci-dessous. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le temps d'en l'UV, mais voilà un schéma électrique, le principe d'un échantillonneur-bloqueur, où en entrée, en fait, vous allez charger un condensateur pour récupérer la tension analogique voulue à un certain temps TE. Donc à chaque temps TE, vous allez fermer l'interrupteur et vous allez obtenir une tension ici. Et vous allez mémoriser cette tension jusqu'au prochain intervalle de temps TE. Voici un schéma électrique d'un échantillonneur bloqueur. La référence que j'ai prise, c'est un LF98 de chez Motorola. Alors à titre d'exemple, donc on vous présente le circuit LF498. C'est le premier ALI à forte impédance d'entrée qui évite de perturber la prise d'information. L'interrupteur qui est ici, K, en fait, c'est un transistor MOS à faible tension en conduction. Et vous avez ici deux diodes en tête bêche. Elles assurent l'isolement de la tension prélevée lorsque l'interrupteur est ouvert. Le condensateur, il est câblé extérieurement par l'utilisateur. Pourquoi vous le mettez ici? Parce que en fait, sa valeur va dépendre de votre tension d'alimentation et puis également de la tension TE. La résistance de 300 ohms qui est ici, elle limite le courant de charge. Et la deuxième ALI, ici, à faible impédance de sortie, elle fournit la tension en évitant de charger le condensateur de maintien pour avoir une forte impédance en entrée. Voilà, c'était un petit résumé de ce que fait ce circuit-là. Et enfin, en sortie de ce circuit-là, à output ici, eh bien on attaque le convertisseur. Donc la dernière étape, elle est assurée par le convertisseur proprement dit. Elle consiste à associer la valeur réelle échantillonnée et bloquée, donc une tension, à une valeur numérique entière qui est la plus proche possible. C'est ce qu'on appelle la quantification. Cette opération, elle est imposée par le convertisseur analogique numérique car celui-ci ne dispose que d'un nombre fini de combinaisons pour convertir les valeurs analogiques. Alors ici, on a notre signal échantillonné et bloqué. Et lorsqu'on quantifie, on voit ici notre résultat final. Alors vous allez me dire, c'est exactement la même chose. Sauf que ici, en ordonnée, on a des tensions. Et ici, en ordonnée, on a un nombre binaire. Donc toutes ces opérations participent à la chaîne de conversion analogique numérique complète qui est présentée ci-dessous. Donc voilà ce que vous retrouverez généralement dans les datasheets. Un échantillonneur bloqueur suivi d'un convertisseur analogique numérique. Ici, le petit symbole d'une tension analogique et ici, le symbole dièse qui signifie un nombre, donc un nombre en sortie. Alors, la période TE, bien sûr, vous allez pouvoir la choisir. Et on va la choisir en fonction de la période du signal d'entrée. C'est ce qu'on appelle le choix de la période d'échantillonnage. Donc la question qu'on doit se poser, c'est comment passer d'un signal analogique à un signal numérique sans perdre d'informations. C'est impossible. Je vous le dis tout de suite. Donc, on peut reformuler cette phrase en comment passer d'un signal analogique à un signal numérique en minimisant la perte d'informations. Un signal analogique est par définition d'une précision infinie, puisque c'est une fonction continue, à la fois en temps et en valeur. Or, pour stocker numériquement un signal, on le stocke où? On le stocke dans la mémoire. Donc la mémoire, c'est un espace fini. Il y a un nombre de cases fini. Il est donc nécessaire de la réduire en une suite de points discrets, c'est-à-dire de donner une définition temporelle du signal. Cette opération d'appel... cette opération, pas celle, excusez-moi, cette opération s'appelle l'échantillonnage. Cela comporte deux conséquences distinctes. La première, c'est que seules les informations présentes sur les points de capture seront enregistrées. Et la deuxième, c'est que le reste, il est perdu. Alors, prenons un exemple. Échantillonnage d'une onde sinusoïdale de fréquence f. Vous voyez ici à l'écran un signal sinusoïdal, donc c'est une tension analogique qui varie à la fréquence f. Dans le cas de l'onde sinusoïdale de fréquence f,
Si on échantillonne à FE égale F, c'est-à-dire que on prend la fréquence d'échantillonnage égale à la fréquence du signal. Ça veut dire encore que TE égale T, donc je prends un point par période du signal. Je vous ai fait un exemple, si je prends le point ici, donc les points noirs, c'est ce que je prends. L'intervalle de temps, c'est TE, qui correspond à 1 sur FE, qui correspond à 1 sur F. Donc je vais prendre un point par période, comme ceci. Qu'est-ce qu'il apparaît ici? Le résultat, avec mon échantillonneur bloqueur, je vais bloquer la tension ici, le temps jusqu'au prochain point. En fait, je vais avoir une tension constante. Donc j'étais parti d'un signal sinusoïdal et je me retrouve avec un signal constant. Ça va pas. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter la fréquence d'échantillonnage. Prenons un autre exemple. Ici, je choisis une fréquence d'échantillonnage FE à 2 fois la fréquence. La forme donc est donc comme ceci. Pour une période du signal, je vais avoir 2 points. Un ici, un ici. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, j'obtiens quelque chose comme ceci. Alors, c'est très grossier, hein? On ne permet pas de voir une belle sinusoïde en sortie. Mais par contre, on voit une variation de tension. Et la fréquence de cette variation de tension est la même que la fréquence du signal. C'est ce qu'on appelle, on arrive à conserver la forme d'onde. La forme d'onde présente la bonne fréquence, mais se manifeste comme une forme d'onde ici triangulaire. On va faire des triangles alors que là on a des sinus. Par contre en fréquence on est bon. Donc si vous voulez juste récupérer la fréquence d'un signal, eh bien ça suffit. Dans ce cas, f équivaut à une fréquence particulière, c'est ce qu'on appelle la fréquence de Nyquist. Quand vous avez ici la même fréquence en entrée qu'en sortie, mais que la forme d'onde n'est pas la bonne. Attention lorsque vous faites ceci, parce que je vous ai dit que vous pouvez prendre des points à une fréquence d'échantillonnage FE. Prenons un autre exemple. Dans le cas où l'onde sinusoïdale de fréquence F est échantillonnée, je vais y arriver, à FE égale 4 tiers de F. Et bien voilà ce qui se passe. On prend un point, ensuite à peu près à 4 tiers, on prend un autre point, donc c'est pas à la moitié, et ainsi de suite. En fait, on va se décaler dans le temps et on va avoir quelque chose qui est comme ça. Hop, et après ça va continuer à monter. Et là, on va avoir un gros problème parce que la forme d'onde n'est pas bonne, on est sur du triangle, mais en plus, la fréquence du signal de sortie ne va pas être la même que celle de l'entrée. Donc, attention à ça. Alors, intuitivement, nous pouvons se rendre compte que si la fréquence d'échantillonnage est très faible, les acquisitions seront très espacées et de ce fait, le signal original comporte des détails entre deux positions de capture qui ne sont pas enregistrées. Donc on perd de l'information. C'est pour cela que la fréquence d'échantillonnage doit être bien choisie, suffisamment grande pour restituer correctement l'ensemble des informations transportées par le signal analogique, et au moins pour les informations utiles, mais sans être excessive, parce que sinon on gaspillerait de l'espace de stockage, puis qu'à chaque fois qu'on prend un point, en fait on va le mettre dans la mémoire. Alors voici la condition de Shannon, soit le spectre du signal d'entrée ici en abscisse je suis en fréquence. Si j'ai un spectre du signal comme ceci, donc je vous rappelle j'obtiens ça en faisant la FFT du signal, et bien le spectre du signal échantillonné doit être comme ceci, avec moins FE ma fréquence min, plus FE ma fréquence max. Donc le spectre du signal échantillonné il s'obtient en périodisant avec une période égale à FE sur l'axe des fréquences. Donc à partir de ce premier résultat, nous pouvons faire une première remarque. Pour que la répétition du signal échantillonné ne se déforme pas le motif répété, il faut et il suffit que la fréquence de répétition FE, qui est la fréquence d'échantillonnage, soit égale ou supérieure à 2 fois la fréquence maximale du signal Fmax. C'est ce qu'on appelle le théorème d'échantillonnage, ou plus communément appelé le théorème de Shannon. FE égale 2 fois Fmax, comme on l'a vu. Pour retrouver la même fréquence au minimum, il faut mettre 2 fois FE par rapport à Fmax. Un filtre passe-bas de fréquence de coupure FE sur 2 permet de reconstituer le signal par la suite. Alors, dans le cas où F est inférieur à 2 fois Fmax, si la condition présente n'est pas respectée, l'échantillonnage il se détériore irrémédiablement le signal.
On l'a vu dans les deux exemples précédents. Un filtre passe-bas, il ne permet pas de reconstituer le signal ST, car on va observer ce qu'on appelle du recouvrement ou encore un repliement du spectre. Donc si on fait la FFT de ça, le spectre va se replier sur lui-même et donc on n'aura pas un contenu harmonique correct. Donc pour cette raison, un filtre passe-bas d'anti-repliement peut être placé juste avant l'échantillonneur bloqueur pour limiter la bande passante d'entrée à FE sur 2. Mais nous, on n'aura pas à faire ça. On va toujours choisir FE pour être supérieur à 2 fois Fmax. Donc si vous travaillez en fréquence, vous allez avoir, avec un filtre anti-repliement, en fait, vous allez pouvoir couper ces fréquences inutiles de bruit. Donc dans la plupart des cas, ce filtrage est indispensable. En effet, donc dans le cas où vous n'arrivez pas à monter au-dessus de F. En effet, le signal peut soit intégrer des hautes fréquences inutiles pour son exploitation, soit être surexposé à un bruit qui augmente fortement Fmax. Alors, ça, c'était pour un petit peu l'introduction générale. Maintenant, on va s'intéresser au convertisseur analogique numérique du DSP. Alors, dans la suite du chapitre, je ne vais plus prononcer le mot convertisseur analogique numérique, ou plutôt, je ne vais plus prononcer l'abréviation que je vous ai mis jusqu'à maintenant, CAN, pour convertisseur analogique numérique. Je vais utiliser l'abréviation ADC, pour, en anglais, Analog Digital Converter, qui est exactement la même chose, sauf que, déjà comme la datasheet du DSP est en anglais, vous allez voir ADC écrit partout, et non pas CAN. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un autre périphérique dans l'ADC qui, en anglais, s'appelle CAN. Et je ne veux pas que vous mélangiez les deux. Donc, on va parler d'ADC quand on parlera de convertisseur analogique numérique. On y va. Le module convertisseur analogique numérique du DSP contrôleur, donc le nôtre c'est le TMS 320 F28 335. Dans cette partie du cours, je vais fortement m'appuyer sur le fascicule du DSP. Alors, pour ne pas naviguer à chaque fois, j'ai copié les images du fascicule dans le cours. Mais si vous prenez votre fascicule à la page 33, qui est le chapitre sur le convertisseur analogique numérique, vous trouverez l'ensemble des figures et registres qui sont présents dans le cours. Okay. J'attire votre attention également sur ce petit tableau que j'ai réalisé. Il présente tous les registres qui concernent l'ADC. Et à gauche, vous avez le nom du registre. Donc vous avez ce que vous tapez en assembleur. Au milieu, vous avez une description. Et à droite, vous avez la structure en C du registre qui va vous permettre de programmer en C. Quand vous voulez travailler ainsi avec ADC maxconv, vous taperez en C adcregs.adc-maxconv. On va le voir ensemble. Allez, on y va. Le DSP contrôleur intègre un ensemble de mesures analogiques qui contient dans le même boîtier l'échantillonneur bloqueur et le CAN, l'ADC plutôt. Donc tout est fait dans un seul même boîtier qu'on appellera le périphérique. Et tout est fait à l'intérieur de la puce, bien sûr. Donc le périphérique ADC, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a des voies d'entrée. Les voies d'entrée, il en a 16. C'est le petit 1 ici. Et elles sont réparties en deux catégories. De A0 jusqu'à A7 et de B0 jusqu'à B7. Dans notre carte que l'on utilise en TP, on peut voir certaines de ces entrées. Je vais vous le montrer tout de suite. Voici la carte que vous avez en TP. Et vous disposez ici, alors ça va être difficilement lisible, je vais essayer de faire la mise au point, mais je ne pense pas y arriver. Alors je vais vous montrer. Ici, il y a marqué, là où j'ai mon doigt, je l'enlève, vous voyez des petites broches au nombre de 1, 2, 3, 4 en bas, 4 au-dessus. Ce sont les broches que je touche là. Et si vous lisez ici, en fait, il y a marqué ADC. Et à côté, il y a marqué A0, A1, A2, ici. A0, A1, A2, A3. Alors, non, excusez-moi, il y a marqué A2, A3, A4, A5. Et il y a marqué B2, B3, B4, B5. On ne les a pas toutes mis... Enfin, ça c'est Texas Instruments qui a choisi quand ils ont fabriqué cette carte-là. Hein. Elles ne sont pas toutes accessibles. Donc vous en avez accès à 8 sur les 16. Et ici, vous trouverez là et là 2 potentiomètres. Et celui-là,
plutôt celui-là, il est branché sur A0 et celui-là, il est branché sur A1. Voilà. Alors, je reviens au schéma. Il y a donc 16 entrées. Ces 16 entrées, ils sont répartis en 2 fois 8 bits, A0 jusqu'à A7 et B0 jusqu'à B7. Alors, je ne devrais pas dire A0 et A7, je devrais dire ADC in A0 jusqu'à ADC in A7. Parce que A7, qui est le GPIO du port A bit 7, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, les entrées analogiques, ça ne peuvent pas être des GPIO. C'est des entrées analogiques qui ne servent que à ça. Donc, ces entrées analogiques, elles sont au nombre de 16, mais on n'a pas 16 convertisseurs analogiques numériques. On n'en a que un, qui est ici représenté sur le petit 4. Donc, ça veut dire que je peux convertir qu'une seule entrée à la fois. Donc, il va y avoir un système qui va ce qu'on appelle aiguiller l'entrée sur le convertisseur. C'est un aiguilleur, en anglais, un multiplexeur. Donc, on a en deux là, un multiplexeur analogique qui réalise la sélection des entrées analogiques. Quelles entrées on va donner au convertisseur, puisqu'il n'y a qu'un seul convertisseur. Ensuite, ici dans le 3, vous trouverez le bloc d'échantillonneur bloqueur. Alors, du coup, il y a deux lignes. Il y a une ligne pour le port A avec un multiplexeur, un échantillonneur bloqueur, et il y a une ligne pour le port B avec un multiplexeur, un échantillonneur bloqueur. Mais après, il n'y a qu'un seul ADC. L'ADC, c'est un convertisseur analogique numérique 12 bits. Retenez bien ça pour la suite, on va le voir tout de suite, ça a une influence. Ensuite, on a deux séquenceurs 8 watts permettant la programmation de ce qu'on appelle des séquences de conversion. Eh bien oui, je vous ai dit qu'il n'y avait qu'un seul convertisseur, donc on peut convertir qu'un seul nombre à la fois, donc une seule tension à la fois. Or moi, j'ai jusqu'à 16 voies. Eh bien, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle une séquence de conversion, où vous allez dire combien de voies vous voulez convertir. Par exemple, moi je veux faire 2 voies, j'ai 2 signaux à convertir. Et ensuite, quel est ce signal? Est-ce que c'est ADC in A0, A1, B0, B1, B7, etc. Donc on peut choisir le nombre de voies qu'on veut convertir et l'ordre. Par exemple, si j'ai 2 voies, je veux déjà faire A0, ensuite A1, ben, je pourrais définir une séquence de conversion en disant, ben voilà, ma séquence c'est 2 conversions. Déjà la voie 0, la voie A0, ensuite la voie A1. C'est ça ce qu'on appelle un séquenceur. Et il y en a 2 de séquenceurs. En fait, vous pouvez choisir 2 séquences différentes. Il y a 16 registres de stockage, puisqu'il y a 16 voies, qui s'appellent résulte X. X, vous le remplacez de 0 jusqu'à 15, qu'il y en a 16, ici. Donc, le résultat de la conversion, il va être stocké dans une mémoire. D'accord? Et il y a 16 cases mémoire. Attention, écoutez bien ce que je vais dire. Résulte 0, ici, le registre résulte 0, n'est pas le résultat de la voie A0. Résulte 1 n'est pas le résultat de la voie A1. En fait, résulte 0, c'est le résultat dans la séquence de la première conversion. Par exemple, si vous avez réglé votre séquenceur en disant « moi je veux déjà faire la A7 », eh ben, c'est la A7 qui est fait en premier et ça va dans résulte 0. Si ensuite c'est la A0, c'est la A0 qui est fait en deuxième et ça va dans résulte 1, etc. etc. Et puis, on a une logique autorisant 4 sources de déclenchement. Alors, quand est-ce qu'on va déclencher les interruptions? On va en faire 2 types en IF70. Déjà logiciel et ensuite par des signaux de timer. Ça, on fera ça plus tard quand on aura vu les timers. Donc, logiciel, ça veut dire que c'est dans le code. Vous, quand vous programmez, vous pourrez lancer quand vous voulez la séquence de conversion. Et puis, un autre moyen, c'est par les broches ADC, SOC et GPIO XINT2. Bon, on ne verra pas ça en IF40. Il y a également une logique de déclenchement des interruptions. Voilà, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce registre, de ce périphérique ADC. Alors maintenant, comment est-ce que ça marche un convertisseur analogique sur 12 bits? Eh bien c'est tout simple. Le convertisseur analogique sur 12 bits, il va convertir un nombre entre 12 0 en binaire et 12 1 en binaire. Donc 12 0 ça fait 0 et 12 1 en base 10 ça fait 4095. Donc en fait le résultat va être compris entre 0 et 4095. Donc comme tout convertisseur analogique numérique, le résultat de la conversion qu'on appellera grand N dépend ce qu'on appelle du quantum Q, dépendant lui-même des tensions de référence, VRF high et VRF low. VRF high c'est la tension de référence haute
et VRF low, c'est la tension de référence basse. Ça veut dire quoi les tensions de référence? La tension de référence, par exemple la tension de référence basse, c'est la plus petite valeur que vous pouvez convertir. Chez nous, ça sera 0 volts. Et la VRF haut, c'est la plus grande valeur de tension que vous pouvez convertir. Et chez nous, c'est 3 volts. Dans le DSP, vous pouvez convertir une valeur entre 0 et 3 volts. Alors, on prend un exemple. Soit Vin, la tension analogique mesurée à convertir en numérique. Donc Vin, c'est ce qu'on veut convertir. Eh bien, pour trouver le nombre n, le résultat de la conversion, avec un converteur 12 bits, eh bien, il faudra écrire n égale 4095 fois Vin moins VRF low sur VRF h i moins VRF low. Nous, on a 4095 fois VRF low, c'est 0. Ça fait Vin moins 0 divisé par 3 moins 0. Ça fait Vin sur 3. En fait, c'est une règle toute bête. Du coup, vous pouvez directement calculer, si vous avez une tension de 2 volts par exemple, vous arrivez à retrouver le nombre n que ça va obtenir. Attention, VRF low doit être inférieur à Vin, doit être inférieur à VRF high. Hein. Dans notre cas, vous avez 0 volts, Vin 3 volts. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis strictement inférieur, mais ce n'est pas strictement inférieur, c'est inférieur ou égal. On peut très bien avoir un Vin de 0 volts et convertir. On peut très bien avoir un Vin de 3 volts et convertir. Un petit exemple. Un capteur de courant qui mesure une intensité I. Il délivre une tension qui est l'image du courant. Et cette tension, c'est V égale 2 fois I moins 0,4. Cette tension V, elle est reliée à une entrée ADC1 du DSP. Quel est le résultat de la conversion analogique lorsque I égale 0,5 A? Eh bien, lorsque I égale 0,5 A, sa tension V, c'est 2 fois 0,5 moins 0,4. Donc, je l'ai réécrit ici. Et c'est ce qu'on appelle VIN. Et VIN, c'est là. Je le divise par 3, je multiplie par 4095, et j'obtiens 819. Si j'applique un courant de 0,5 A, j'obtiens 819 dans mon code, que j'aurais fait quand je déclenche la conversion analogique numérique. Alors justement, pour pouvoir utiliser ça, pour pouvoir déclencher des conversions analogiques numériques, eh ben, il faut bien configurer. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, avec la configuration du convertisseur analogique numérique. Donc là, je vais m'appuyer sur un exemple du TP3, du TD numéro 3, convertisseur analogique numérique, et puis je prendrai également Code Composer pour ce faire. Donc, le convertisseur analogique numérique, l'ADC, c'est un périphérique du DSP. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans le microcontrôleur, on a le microprocesseur, la mémoire, et à côté on a des cartes électroniques, et l'ADC fait partie d'une de ces cartes électroniques. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va déjà activer ce périphérique. Tous les périphériques sont endormis au démarrage du microprocesseur, du microcontrôleur, sauf le microprocesseur qui n'est pas un périphérique. Donc à chaque fois qu'on va utiliser un périphérique, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le réveiller. Comment est-ce qu'on le réveille? Eh bien, en fait, les horloges des périphériques, elles doivent être activées pour que ceux-ci fonctionnent. Le registre qui permet d'activer les horloges, eh bien, il y en a un registre dans le DSP qui permet de faire ça. C'est PCLK pour Peripheral Clock. Et CR0 pour Control Register 0. Parce qu'il y en a plusieurs de Control Register. Il y a PCLK CR1, PCLK CR2, etc. Vous trouverez ces informations dans le fascicule du DSP. À la page... je ne sais plus, il faut que je le retrouve. On va le retrouver ensemble. Voilà. À la page 22, vous avez PCLK CR0, CR1, CR3. Il n'y a pas de CR2, ne me demandez pas pourquoi. Et on peut voir ici, si on zoome un peu, que j'ai ADC ENCLK, c'est le bit 3 de PCLK CR0. D'ailleurs, je vous l'ai mis ici en lumière. Donc ADC ENCLK, ça veut dire ADC pour ADC, EN pour Enable, et CLK c'est pour Clock. On active la clock de l'ADC, parce que quand on active la clock d'un périphérique, eh bien ça le réveille. C'est comme si vous lui branchez la prise pour faire fonctionner. Attention, lors d'un projet, il faut modifier le bit ADC NCLK de PCLK0, hein, c'est le cas ici. Mais par contre, les autres, ça va activer d'autres périphériques. Or, nous, je vous ai toujours dit en F40, on fait attention, quand on modifie un registre, on modifie que ce bit-là. Alors, à quel niveau logique doit être positionné le bit ADC NCLK? Si je vois le fascicule du DSP, on me dit que
l'écriture d'un 1 dans le bit active l'horloge du périphérique. Si je veux donc activer ADC-ENCLK, je vais mettre un 1 dedans. Quel opérateur logique va-t-on utiliser pour faire un masque? Je vais donc forcer un 1, je vais faire un masque OR. Ok? Alors, on va l'écrire en C et en assembleur. En C, c'est assez facile. Si je vais dans mon fascicule ici, PCLK-CR0, en C, je dois écrire ceci. Donc, regardez comment je fais. Je vous ai mis ici en C la correction. Donc, je prends le fascicule du DSP, je copie-colle ceci. Donc, je l'écris. Système contrôle register, .pclk0, point. Ensuite, si vous faites .all, vous allez pouvoir écrire dans tout le registre. Moi, j'aimerais juste modifier ce bit-là. Ce bit-là, c'est le bit ADC-ENCLK. Eh bien, vous prenez ça comme information, vous tapez .bit, et ensuite, vous pouvez taper ADC-ENCLK. Si vous mettez par exemple égal à 1, eh bien ça va mettre uniquement ce bit-là à 1. C'est super pratique, plus besoin de masque ou. D'accord? Alors, je vous fais quand même, pour qu'on comprenne bien, l'équivalent en assembleur. En assembleur, je vais y arriver. Alors, en assembleur, si on fait ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir move W, DP, dièse PCLK CR0. Donc je charge la page de PCLK CR0. Je vais le mettre dans l'accumulateur. Ensuite, je vais faire un masque OR avec l'accumulateur. Et ici, c'est le bit 3. Donc ça va faire 0001. Donc ça va faire 0x0008. Et ce résultat, je le prends, je le remets dans PCLK-CR0. Voilà. Ces 4 lignes là en assembleur, c'est une seule ligne ici en C. Ok. Allez, on continue. On continue. Donc pour programmer en langage C, eh bien, je viens de vous montrer le résultat. C'est système control.clk.cr0.bit.adcclockn égale à 1. Attention, ce registre-là est protégé. Pour pouvoir écrire dedans, il faut avant faire ILO. Et ensuite, quand vous le quittez, vous faites I10. Deuxième étape, on va utiliser les registres de configuration de l'ADC qui sont au nombre de 3, ADCTRL1, ADCTRL2, ADCTRL3. Ici, on va utiliser ADCTRL1, qui est celui qu'on utilise en majorité pour configurer. ADCTRL1 on configure, ADCTRL2 on utilise. ADCTRL3 on ne l'utilisera pas en IF40. Donc on donne ci-dessous la liste des registres relatifs aux convertisseurs logiques numériques. On remarque que tous les registres sont stockés dans la même page, ce qui facilite l'adressage direct. Si vous faites un move DP virgule dièse ADCTRL1, vous aurez accès à tous les registres de l'ADC, comme vous l'aviez fait pour le GPIO. Du coup, alors j'ai mis voir fascicule page 37, 38, 39, je voudrais pas me planter, il me semble que c'est ça, hein. 37, voilà. C'est 36, 37, 38. Donc vous avez ADCTRL1 ici, et vous avez les explications de chaque bit. Ce que fait chaque bit ici, ici. Bon, j'ai remis dans le cours. Alors ADCTRL1, c'est ça, et ADCTRL2, c'est ça. Et vous avez ici un plan mémoire de tous les registres qui concernent l'ADC. Alors on y va. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va resetter le module. Donc pour resetter ADCTRL1, pour resetter l'ADC, il faut positionner à 1 le bit reset, c'est-à-dire le bit 14 de ADCTRL1. Et le bit, en fait, il repasse automatiquement à 0. Il est préconisé d'attendre un délai d'un cycle avant de configurer le convertisseur analogique numérique. Alors comment est-ce que j'ai fait ça? Hop, je reprends ça ici. Eh bien, tout simplement, dans ADCTRL1, si je regarde ici, je vois les différents bits, c'est un registre sur 16 bits, et je vois que le bit 14, ici, c'est le bit de reset. Donc, je vais écrire ADCREX. Alors, comment j'ai trouvé ça? Encore une fois, hop,
J'ai trouvé ça ici, tout simplement. ADCTRL1 ici, en C, je dois écrire ADCTRX.ADCTRL1. Donc j'écris ADCTRX.ADCTRL1, et ensuite je modifie uniquement un bit, et c'est le bit 14. C'est le bit qui s'appelle reset. Et bien je peux écrire .bit.reset. Et je vais le forcer à 1, donc je le mets à 1. Et voilà. Alors attention quand vous faites ça, il faut attendre un cycle pour que ça prenne effet. Donc pour que ça prenne effet, un cycle, on attend un cycle. Comment est-ce que j'ai fait? On ne sait pas attendre un cycle en C. Par contre, je sais le faire en assembleur avec l'instruction NOP. NOP, ça fait rien du tout. Eh bien, je vais incorporer de l'assembleur dans le C. Comment? J'écris ASM, ouvrez la parenthèse, et après, entre guillemets, je mets l'instruction d'assembleur. Donc, ouvrez les guillemets. C'est pas une étiquette, donc je me décale à droite, donc espace, et ensuite NOP, NOP, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Voilà comment est-ce qu'on fait. Troisième étape, la calibration du module CAN. Alors ça, c'est le plus facile pour vous. La calibration du module CAN du 28F335, en fait, elle est donnée par le constructeur, elle est faite en usine. Et par contre, il faut appeler la fonction initADC qui chargera de réaliser la calibration. Donc tout simplement, vous appelez la fonction qui s'appelle initADC et elle va s'occuper toute seule de calibrer l'ADC correctement. Quatrième étape, choix de la configuration du module. On a vu que les convertisseurs logiques numériques peuvent convertir jusqu'à 16 voix, c'est ce que je vous ai montré. En fait, ces 16 voix, elles peuvent organiser de deux manières différentes. On a ce qu'on appelle le séquenceur cascadé, ou alors le monoséquenceur, une seule séquence de conversion, excusez-moi, pas conversion. Et on a ce qu'on appelle le double cascadeur, on va avoir deux séquences de conversion. Dans le mode cascadé de A0 jusqu'à B7, tout se suit. Dans le mode double séquenceur, j'ai un séquenceur où j'ai A0, A7 et un séquenceur où j'ai B0, B7. Donc, comment est-ce que je fais pour régler quel séquenceur je veux? Eh bien, généralement, dans l'énoncé, déjà, je vous le dis. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour le régler? Je vais tout simplement dans excusez-moi, le TD. Qui est là mais qui va pas m'apporter grand chose. Ouais, enfin si. On écrit adcrx.adstrl1.bit. Et ensuite le bit c'est séquenceur cascadé. Donc seq underscore casque. Et là je le mets égal à 1 pour le reset. Excusez-moi, j'ai mis la mauvaise ligne, c'est là. Hein. adctrlrex.adstrl1.bit.reset. Et je le mets égal à 1, ça se reset. Alors, dans le cours, on me spécifie qu'après un reset, on doit attendre au moins un petit temps, au moins un cycle pour que ça prenne effet. Donc pour ce faire, je peux écrire NOP comme ceci. Sinon, je peux faire un delay avec l'instruction là. Il n'y a pas de souci. Donc là, on initialise l'ADC avec le comportement d'usine et on va choisir le mode de séquenceur. Donc le mode de séquenceur, ici, j'ai choisi séquenceur cascadé. Où c'est qu'on a ça? Le séquenceur, hop, je reviens là. Voilà. Ici, c'est le bit 4 qui laisse le choix du séquenceur. Hein. Si je mets 1, ben, le séquenceur sera continu. Si je mets 0, le séquenceur sera double séquenceur. Si je mets 1, le séquenceur sera cascadé. Excusez-moi. Donc ici, j'ai choisi par exemple dans ma correction un séquenceur cascadé. Ensuite, ok. Donc il faut positionner à 1 le bit reset. Ce bit passe automatiquement à 0. Il est préconisé d'attendre un délai d'un cycle avant de configurer le CAN, le convertisseur numérique. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Hop, pardon, séquenceur cascadé. Et après, je continue. J'ai sauté un peu plus loin, pardon. Ensuite, le mode de conversion. Alors, le mode de conversion, c'est intéressant. Il y a deux modes de conversion. Le mode start-stop, c'est-à-dire que je lance l'ADC, il va faire sa séquence de conversion, il s'arrête. Ou alors, le mode continu, c'est dès qu'il s'arrête, il recommence. Attention, le mode continu serait tentant. Pourquoi? Parce que nous, on va recommencer à une fréquence d'échantillonnage FE. Sauf que si vous mettez en mode continu, vous ne pouvez pas configurer la fréquence d'échantillonnage. Donc en IF40, on se mettra toujours avec continuous run égale à 0. Donc j'ai écrit ici,
adstrx.adstrl1.bit. Continuous run, excusez-moi, il est en dessous, égale à 0 pour se mettre en mode start-stop. Ensuite, l'ADC, c'est un convertisseur logique numérique, il fonctionne avec une horloge. Et cette horloge, c'est la même horloge que l'horloge du microprocesseur. Néanmoins, si on le désire, on peut faire ralentir cette horloge, volontairement. Alors comment? Eh ben, c'est avec des multiples de 2, hein. Sinon on peut... Donc en divisant la fréquence d'entrée. Donc on a un circuit ici diviseur qui divise la fréquence d'entrée. Et ça c'est configurable avec 5 bits du coup. Un bit qui s'appelle CPS pour Clock Prescaler. Si on le met à 1, on divise la fréquence par 2 et plus. Et si on met à 0, eh ben, il n'y a rien qui est modifié. Donc, pour pouvoir ralentir l'horloge, je mets CPS à 1 et ensuite je choisis ici, j'ai 4 bits ACQPS de 3 à 0. J'ai 4 bits ici où je peux choisir, je mets un nombre en binaire et ça sera divisé entre 1 et 16. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? La configuration du comportement du convertisseur numérique lors d'un arrêt du microprocesseur. Et oui, quand vous faites un breakpoint, quand vous débuguez, vous figez le microprocesseur. Et en fait, ce qu'on est en train d'étudier là, c'est pas le microprocesseur, c'est un périphérique. Donc il est capable de tourner de manière indépendante. Donc on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le microprocesseur et le périphérique s'arrêtent? Est-ce que le périphérique continue? Ou alors, on a une autre option, c'est est-ce que le périphérique, s'il était en train de convertir, il finit sa séquence de conversion et il s'arrête? Ou sa conversion et il s'arrête? En fait, c'est configurable sur 2 bits, sur ce mode-là, les bits 12, 13 et 12 de la STRL1. Si vous mettez 0,0, vous continuez sans s'arrêter, comme si de rien n'était. Si vous mettez 0,1, ça finit la séquence de conversion en cours avant d'en lancer une nouvelle. 1,0, ça finit la conversion en cours. Et 1,1, on s'arrête immédiatement. Alors moi, je vous conseille d'arrêter la fin de la séance en cours. Pourquoi? Parce que quand vous allez débugger, vous allez pouvoir regarder le résultat. Et donc, il mettra à jour avec le dernier résultat la mémoire. Ensuite, on a l'overdrive du séquenceur. Alors ça, je vous dis tout de suite, en IF40, on ne s'en sert pas. Donc si on met 0, on le désactive, c'est ce qu'on va faire tout le temps en IF40. Et si on met 1, ça permet de figer le séquenceur en fin de séquence pour récupérer le premier résultat. Mais c'est un fonctionnement un petit peu annexe qu'on n'utilisera pas en IF40. Donc on en est où dans notre... voilà. On est là, on a fait séquenceur cascadé, séquenceur overdrive, continuous run, les ACQPS, et puis voilà. Et le suspended mode aussi. On a mis ici par exemple, j'ai mis 0,1. 0,1, donc ça va finir la séquence de conversion en cours. Alors la 6e étape, une fois que vous avez fait ça, si vous voulez, vous avez fini de convertir, vous avez fini de convertir, enfin de préparer la conversion. Maintenant, il faut préparer la séquence de conversion. La séquence, c'est combien de watts on convertit et quels sont ces watts et dans quel ordre. Donc ça peut, la configuration des séquenceurs, ça permet de définir les watts analogiques à convertir et dans quel ordre dans une séquence. Donc l'ordre permet d'associer sans erreur chaque résultat de conversion à la watt correspondante. En mode cascadé, on précise dans l'ordre de conversion le numéro de chaque watt, 0 à 15, à convertir. Et en mode double séquenceur, on précise dans l'ordre de conversion le numéro de chaque watt, mais cette fois-ci c'est 0 à 7, c'est divisé par 2, parce qu'il y en a deux. En mode double séquenceur, il y a deux séquenceurs, comme son nom l'indique. Ok, et donc pour configurer tout ça, on va se servir de ADC Channel CellSec 1 et 2 pour le séquenceur 1 et 3 et 4 pour le séquenceur 2 si on est en mode double séquenceur. Et puis si on est en mode mono séquenceur, bah, tous les ADC Channel CellSec sont à notre disposition. Exemple, si on a séquenceur cascadé égal à 1, donner le contenu de MaxConv et de AD Channel CellSec, sachant que l'on veut convertir les watts suivantes. 1, 2, 8, 9 et 15. Ok, donc on veut faire combien de watts ici? On veut en faire 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc il faut déjà dire au convertisseur qu'on veut convertir 1, 2, 3, 4, 5 watts. Donc pour faire ça, il y a un registre qui s'appelle MaxConv.
Donc là, on va aller dans le fascicule du DSP. On va aller le chercher. Voilà. MaxConv, comment il marche? En séquenceur cascadé, hop, vous vous embêtez pas avec conv1, conv2 ici. Tout est pareil. Donc en séquenceur cascadé, on va mettre un nombre dedans. Et ce nombre, en fait, si on met 0, on fait une conversion. Si on met 1, on fait 2 conversions, etc., etc. Donc si on veut faire x conversion, on va mettre x-1 à l'intérieur. Je reprends mon schéma ici. Ici, on a combien de conversions? 1, 2, 3, 4, 5 conversions. Je vais donc mettre séquenceur cascadé égale à, eh bien, 5 moins 1, ça fait 4. Hop, je vais enlever ça. Et ici, on aura 4 dans MaxConv. Excusez-moi. Voilà. On a MaxConv1 et MaxConv2, excusez-moi. MaxConv1, c'est quand vous avez qu'un seul convertisseur, et c'est notre cas ici, ou séquenceur cascadé. Et ça, c'est quand vous en avez deux de séquenceurs, on peut choisir différentes topologies. Et ensuite, on veut convertir les WA 1, puis 2, puis 8, puis 9, puis 15. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est avec ADC Channel CellSec. ADC Channel CellSec me permet de configurer quelle voie je veux, et le numéro des voies. C'est juste en dessous. Alors, il y en a 4. Il y a ADC Channel CellSec 1, ADC Channel CellSec 2, 3 et 4. Pourquoi? Parce qu'on peut faire au maximum 16 conversions. Donc, en fait, les conversions, il faut les écrire ici. Donc, pour avoir assez de place, il fallait 4 registres. Nous, dans notre cas, on n'a pas besoin de 4 registres. Hein. On a la WA, la WA 1, la WA 2, la WA 8, la WA 9 et la WA 15. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5. On a besoin de 5 conversions. Donc pour ce faire, on va utiliser la conversion 0, la conversion 1, la 2, la 3 et la 4. On va donc utiliser ADC Channel CellSec 1 et ADC Channel CellSec 2. La conversion 0, c'est la première WA à faire. Donc ici, on va écrire par exemple, on va commencer par la WA 1. Donc on va écrire 1. Ensuite, hop, c'est là. Deuxième, ici, on va écrire, en fait, ici, on écrit en binaire le numéro de la WA qu'on veut, vous voulez. Donc là, par exemple, je veux la WA A1, donc j'ai écrit 1. Ensuite, si je veux la WA 2, ben, je vais mettre 2, tout simplement. Hop, dans le quartet suivant. Donc 2, comme ceci. Ensuite, on voulait la WA 8, puis la WA 9. Donc je vais écrire ici 8 et 9. Et j'écris bien en hexa. Pourquoi? Parce que 9, 8, 2, 1 en hexa. Si je l'écris en binaire, 9 c'est 1, 0, 0, 1. Et ça va se mettre où? Ça va se mettre ici. Ici, j'aurai 1, 0, 0, 1. Et ça me correspond 1, 0, 0, 1 à la WA 9. La WA 9 c'est B1. Ok. Et puis, il y a juste le 15 qu'on n'a pas traité là. Eh bien, on va le mettre dans ADC Channel CellSec 2.bit. Ou excusez-moi, là j'ai fait une erreur. Et là, on va mettre .conv 04. Ici, on va pas mettre .bit.conv. On va mettre .all. Parce qu'on écrit directement dans tout le registre. Et là, on va le mettre égal à 0x. Et dans conv4 qui est ici, c'est uniquement les 4 bits hein, dans lesquels j'écris. Et je voulais la 15, donc je vais écrire 15. Comme ceci. Ok. Donc voilà comment on fait avec ces différents registres pour convertir, pour choisir le nombre de conversions qu'on veut et choisir quels sont les WA qu'on veut et dans quel ordre. Ok, on continue. Un deuxième exemple, je vous laisse le faire à la maison et puis on le corrigera. Alors la 7e étape, c'est l'initialisation des composeurs. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on a presque terminé. Il nous reste juste à initialiser les séquenceurs. Donc l'écriture d'un 1 dans le bit reset séquenceur 1. Donc c'est le bit 14 de la DSTRL2.
Si on utilise le séquenceur 1 et reset séquenceur 2 si on utilise le séquenceur 2. Ça permet de mettre les séquenceurs dans leur état initial en attente d'un déclenchement de la conversion du CAN. Donc ça se prépare pour ici, hop, la voie 1, puis la 2, puis la 8, puis la 9, puis la 15. Alors, 8e étape, on configure la source de déclenchement. Donc pour déclencher, pour dire, allez, cette fois-ci je lance la conversion, on a plusieurs moyens. On va en voir deux en IF40. On va voir ce qu'on voit tout de suite, c'est le déclenchement logiciel, software, et ensuite on va voir le déclenchement par un timer, un module IPWM, que ce soit SOC A ou SOC B. Donc le signal de déclenchement des conversions il peut provenir de 4 origines différentes. Le périphérique générateur du signal doit être configuré en conséquence, bien sûr. La méthode de le mode de déclenchement du module ADC dépend de la configuration des séquenceurs. Et dans le séquenceur ici, c'est dans ADSTRL2, je vais pouvoir choisir si le signal il provient de EPWM SOC A en mode cascadé ou EPWM SOC A SEC 1 en mode double séquenceur, c'est la même chose. Ou alors si le signal provient de l'EPWM pour SOC B, ou alors si c'est moins en mode cascadé, on met à 1 le bit PWM SOC A SEC, qui est le bit 15 de ADSTRL2. Donc on va voir ça. Donc pour ce faire, comment est-ce que je vais faire ça? Si je veux faire ça, eh bien, hop, je prends ici. Je vais aller chercher le registre. Le registre, il est où? On peut le trouver ici, dans ADSTRL2. Voilà. Et j'ai dit que c'était le bit IPWM SOC A SEC. IPWM SOC A SEC. Et comme dans le séquenceur cascadé, c'est SEC 1. Donc c'est le bit ici qu'on veut mettre à 1. Donc je peux l'écrire très simplement comme ceci. ADCRX.ADSTRL2, puisqu'on est dans ADSTRL2, .bit, et il suffit de recopier là, IPWM SOCA séquenceur 1 égale à 1. Voilà. Ça met uniquement celui-là à 1 et ça a conservé tous les autres. En mode double séquenceur, on aura SEC 1 et SEC 2. Donc on met à 1 le bit EPWM SOC A SEC 2. Seul le séquenceur 2 est déclenché. Et le signal, s'il provient de la branche externe ADSOC, il suffit de brancher une alimentation à cette... une alimentation. Un signal qui va passer de 0 à 1 à un moment donné sur cette sortie-là pour lancer la conversion. Après, bien sûr, avoir mis à 1 sur extérieur SOC séquenceur 1. Enfin, si le signal est donné logiciellement, on désactive tous les modes précédents. Le déclenchement se fera au moment voulu par l'écriture d'un 1 dans le bit SOC séquenceur 1. Donc si je vous montre bien, ici vous avez SOC séquenceur 1. Quand vous êtes en mode déclenchement logiciel, il suffit de mettre un 1 là-dessus et paf, ça se déclenche. Ça va? Alors, je viens de lister tous les modes de déclenchement. Donc on a listé les modes de déclenchement. Maintenant, 9e étape, c'est l'autorisation de déclenchement par interruption. Alors ça, cette étape, elle est subsidiaire à l'étape précédente. Si vous déclarez logiciellement, vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est ce qu'on va faire dans le prochain TD. Par contre, dans le TD d'après, on le fera par interruption. Si vous le déclarez par SOC A PWM, là, comme on l'a fait ici, si le signal provient de l'IPWM SOC A qui va déclencher, il faudra activer les interruptions. Donc j'en parle brièvement, mais je ne vais pas faire d'exemple parce que je ferai d'exemple quand je reviendrai dessus sur le TP. Le déclenchement d'une interruption matérielle permet de détecter de manière automatique la fin d'une séquence de conversion. Donc le mode de déclenchement de l'interruption est configuré à l'aide des bits int ENA séquenceur 1 et int mode séquenceur 1. C'est les bits B10 et B11 de ADSTRL2. Donc pour le séquenceur 1 ou le séquenceur sur un mode cascadé, et c'est les bits ENA séquenceur 2, int mode séquenceur 2 pour le séquenceur 2 de la manière suivante. Alors, 0,0 on désactive l'interruption, 1,0 on va déclencher une interruption en fin de conversion, ce qui peut être utile,
Et 1-1, on déclenche... 1-1, c'est interdit, en fait, on déclenche l'interruption en fin de conversion. Donc en fait, on a soit 0-0, soit 1-1 ou 1-0. Ce petit exemple-là, eh ben on va le faire. Configuration en assembleur du convertisseur logique numérique dans le mode suivant. Donc on veut séquence de conversion des 6 voies 0, 3, 6, 9, 12, 15. En mode cascadé, start-stop, déclenchement logiciel, pas d'interruption. Calibrage et test sont pas effectués. Donc première chose à faire, on active l'horloge. Donc ici vous pourrez écrire là, moi je vais écrire sur là-dessus, hein, d'accord. Donc on active l'horloge avec ceci. Système clock reg.pclkcr0.bit.adcen.clk égale à 1. Ensuite, on reset la configuration du convertisseur logique numérique. Comment? Eh bien, en écrivant adcrex.adcrl1.bit.reset égale à 1. On attend ensuite un op. On définit le nombre de conversions et le séquencement des conversions. Clac, je vais aller voir ici. Donc on veut la 0, la 3, la 6, la 9, la 12, la 15 dans cet ordre. Donc on va utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre donc maxconv à 5. Non moins 1. Et ensuite, vu qu'on en a 6, on va utiliser channel cellsec 1, channel cellsec 2. Donc dans channel cellsec 1, je vais avoir la 0, la 1, la 2, la 3. Donc la 0 c'est 0, ensuite c'est 3, ensuite c'est 6, ensuite c'est 9. Ok, et là-dedans, la conf 4, on va mettre la 12. Et là, hop, dans la conf 5. C'est pas 0x12 du coup, c'est juste 12. Et là c'est 15. Voilà, j'ai configuré mes voies. Mode cascadé, start-stop, déclenchement logiciel, pas d'interruption. Eh bien, mode cascadé, je mets 1 mode cascadé. Séquenceur overdrive, je mets 0. Start-stop, je mets 0 ici. On n'a pas mis fenêtre de conversion la plus courte, mais on va essayer d'aller le plus vite possible. Donc ici, je mets 0 pour diviser la fréquence, et bien sûr 0 de combien je la divise. Et puis ici, si jamais j'ai un breakpoint, je vais m'arrêter à la fin de la conversion. Alors, ensuite, on réinitialise les séquenceurs, etc. Ben, je l'ai fait ici, on réinitialise les séquenceurs et j'ai tout configuré. Alors maintenant, ça c'est bien, mais c'était juste pour configurer. Lorsque le module convertisseur logique est configuré, c'est le cas qu'on vient de faire, la séquence de conversion peut être déclenchée. Alors le principe de programmation d'un convertisseur suit le mode opératoire suivant. Dans le cas des modules convertisseurs ne possédant pas de séquenceur, on parlera de conversion unique. Ce n'est pas le cas chez nous. Et non de séquence de conversion. Chaque conversion est réalisée dans un temps au plus égal au délai de conversion. Parce que lui, il faut bien qu'il marche quand même au minimum. Hein, mais qui peut être allongé suivant le choix de la fenêtre. Nous, on a choisi d'aller le plus vite possible. Alors. Ok. Ah bah tiens, je vais garder ces deux questions-là pour le TD, puisque c'est des questions de TD. J'ai pas trop envie d'y répondre tout de suite, parce que j'ai envie qu'on cherche ensemble en TD. Donc on va voir la durée de la conversion avec la fréquence maximale, et puis du coup on en déduira la fréquence maximale d'échantillonnage d'une voie. On fera ça en TD. Alors, pour le déclenchement des séquences de conversion. Donc le mode de déclenchement est défini lors de l'initialisation du module qu'on a étudié précédemment. On peut alors distinguer deux cas. Le déclenchement logiciel. Donc pour le déclenchement logiciel, il s'effectue de la manière suivante. En mode cascadé, on va l'écrire un 1 dans le bit SOC séquenceur 1. C'est le bit 13 de ADSTRL2. Et en mode double séquenceur, bah, comme il y a deux séquenceurs, il y a deux boutons à appuyer. Soit SOC séquenceur 1 pour déclencher le séquenceur 1, soit SOC séquenceur 2 pour déclencher le séquenceur 2, comme son nom l'indique. Attention, lorsque vous déclenchez la séquence de conversion, la documentation du constructeur préconise une attente d'au moins 4 cycles après le déclenchement avant de scruter la variable BUSY de ACST. Alors on va faire un petit exemple, réinitialiser le séquenceur et déclencher une conversion en mode cascadé. Je vais le faire je l'ai fait sur le DSP ici, hop, convert, je vais le copier là pour que vous puissiez regarder.
Voilà le code pour déclencher une interruption. Donc la première chose à faire, c'est de reset le séquenceur 1. Donc dans ADSTRL2, le bit s'appelle RST séquenceur 1. Hop, je peux aller voir ici. Il est là. Voilà. Je dois d'abord le reset, ensuite avant de le lancer. Et ici, je le lance. Donc ensuite, je lance ce séquenceur 1. Quand vous faites ça, il faut attendre au moins 4 nops. Alors là, je vous montre un autre truc. Vous pouvez écrire ASM nop 4 fois. Hein, et vous pouvez faire un délai. Donc là, je fais un délai de 1 microseconde. Donc pendant 1 microseconde, je fais rien du tout. Alors, quand vous lancez la conversion ici, SOC séquenceur 1, si vous lirez ça, et en fait, il y a un flag qui se met à 1, qui est le flag Buzzy, SOC séquenceur 1 Buzzy. Et tant que ce flag est à 1, eh bien, c'est en train de convertir. Donc, on ne peut pas regarder les résultats. Alors, pour regarder ce flag, il est dans un autre registre. Hop, pardon, ça c'est ADSTRL3. Il est dans le registre qu'on appelle ADCST. ADCST, vous trouverez au bit numéro 2, séquenceur 1 Buzzy. Et séquenceur 1 Buzzy, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il a le statut Buzzy et qu'il n'est pas available. Donc, tant qu'il est à 1, il faut attendre. Donc, pour faire ça, comment est-ce que j'ai fait? J'ai fait une boucle while. Tant que cette condition-là est vraie, donc adstr.dcst.bit.séquenceur 1 Buzzy, donc tant que ça vaut 1, ça fait while 1 et j'ai un point virgule de l'autre côté, donc qu'est-ce que je fais? Rien du tout, j'attends. Donc là, on va rester bloqué tant qu'il est là. Et dès qu'il repasse à 0, eh bien, je peux récupérer les résultats. Les résultats, ils sont dans résultat 0, résultat 1, et j'y accède en mettant adcmirror.adcRésulte0 et adcmirror.adcRésulte1. Voilà comment est-ce qu'on fait pour récupérer les résultats. Donc on réinitialise le séquenceur, on déclenche la conversion. Alors, un autre déclenchement, donc ça c'était le déclenchement logiciel, ça c'est facile, c'est un bit qu'on met à 1. Le déclenchement matériel, c'est à peu près la même chose, sauf que il ne va pas se déclencher dès qu'on met le bit à 1, il va se déclencher avec un timer. Donc le déclenchement est réalisé par un périphérique interne ou externe sans aucune action logicielle. Donc il est de manière asynchrone au programme. La source de déclenchement doit être configurée dans ce cas, donc IPWM, ça configure le timer IPWM pour activer la source de déclenchement, SOC A ou SOC B, et ADC SOC, ça permet le signal de déclenchement provenant du périphérique externe. Alors, plus de détails quand je ferai l'exemple sur les PWM. Une fois qu'on l'a lancé, on doit attendre qu'il soit fini. Donc c'est ce que je vous ai montré hein, avec le bit séquenceur 1 Buzzy qui est dans un DCST ici. J'attends que ce bit 2 repasse à 0. Tant qu'il vaut 1, eh bien j'attends. Donc avec la boucle while comme je vous ai montré là, ça permet de faire ça. Ok. Bien sûr, en mode double séquenceur, il y a deux séquenceurs 1. Donc il y a séquenceur 1 Buzzy et séquenceur 2 Buzzy. Détection de la fin de la conversion, bah c'est ce que j'ai écrit là. While adcreg.adcst.bit.séquenceur 1 Buzzy. Fermez la parenthèse, point virgule, je fais une boucle infinie ici, tant que Buzzy est égal à 1. Alors, la détection matérielle. La fin de séquence de conversion, ça déclenche une interruption conformément à la configuration choisie. Donc, si on autorise le déclenchement d'une interruption par le module ADC. Dans ce mode, vous vous souvenez des interruptions que je vous avais parlé dans le chapitre 1. Dans ce mode, la fin de séquence engendre automatiquement l'exécution d'un sous-programme d'interruption à définir par le programmeur. Ça sera à vous de le faire. Et le bit in séquenceur X, donc avec X 1 ou 2, hein, suivant le séquenceur que vous avez, CLR, il permet de le remettre ce bit à 0. Et il doit le remettre à 0. Vous devez le remettre à 0 pour pouvoir déclencher une nouvelle conversion par la suite. Pareil, j'en parle plus en détail quand je vous ferai l'exemple là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a configuré l'ADC. On a appris à le lancer. On a appris à attendre qu'il soit terminé. Ben, une fois qu'il est terminé, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on récupère les résultats. Le module ADC, il possède 16 registres de stockage des résultats, donc de résultat 0 à résultat 15. Ce sont des registres de 16 bits. En mode cascadé, lors d'une séquence de conversion, chaque résultat est stocké dans les registres résultat 0 à 15. Attention, par ordre croissant indifféremment des numéros de voix convertis. La voix A0 ne va pas aller dans résultat 0. Résultat 0, c'est le résultat de la conversion 0, de la première. Etc., etc. En mode double séquenceur, en fait, on a, pour le séquenceur 1, c'est les résultats 0 à 7,
Et pour le séquenceur 2, c'est des résultats de 8 à 15. Donc vous faites bien attention à ça. À chaque nouvelle conversion, les registres résultats LT sont écrasés. Donc si vous ne les lisez pas régulièrement, ou au moins une fois toutes les 2 conversions, vous allez perdre de la donnée. Donc chaque résultat de conversion sur 12 bits est stocké dans les 10 bits de poids fort de résultat 0. Alors là, je vous montre 2 trucs. En fait, on a 2 types de registres. On a les registres 0 où on charge par la gauche. Donc si on regarde ici, en fait, le résultat, il va être décalé de 4 vers la gauche. Et on a ceux qui se chargent par la droite. Donc pour exprimer par la suite un résultat de conversion entre 0 et 4095, c'est pas 1023, je me suis oublié là, il sera nécessaire de procéder à un décalage de 6 à droite, 4 à droite, pas 6 du coup, du nombre stocké dans le registre résultat X, ou bien aller directement lire les registres mirrored qui se trouvent à d'autres registres physiques. Je vous montre ça tout de suite. Pour lire le résultat, par exemple là j'ai une variable voltage 1 qui est le résultat, j'ai envie de récupérer résultat 0. Eh bien, vous écrivez adcmirror.adc résultat 0. Pourquoi adc mirror? Parce que ça va automatiquement retourner le registre, ça va automatiquement passer de ça à ça, et vous aurez le bon résultat. Donc en écrivant ça, le résultat de la conversion va dans voltage 1. Et le résultat de la conversion numéro 2 va dans voltage 2. Et voilà, j'ai fait le tour. Je conclus par une petite démo. Vous avez ici l'exercice que l'on va faire en TD. Et je vous ai mis ici, là, hop, c'est les codes de cet exercice. Ici, c'est zoomé, parce qu'en fait, sur Code Composer, j'arrive toujours pas à zoomer. Donc, je vais configurer l'ADC. J'ai créé une fonction qui s'appelle configure ADC. Vous voyez qu'elle ne prend rien en paramètre, qu'elle ne renvoie rien en paramètre. Et j'ai créé une fonction qui convertit et qui va récupérer dans voltage 1 et voltage 2 ce dont j'ai besoin. Comment est-ce que j'ai configuré l'ADC? Donc, j'ai activé la clock, mode cascadé, start-stop, etc. Quelle voie je convertis? Je fais 2 conversions. Maxconv 1 est égal à 1, donc 2 conversions. En premier, je fais la voie 0, pardon, A0, et ensuite la voie A1. Et ces 2 voies, en fait, ce sont les 2 voies de mes 2 potentiomètres ici de la webcam. Ok. Pardon. À travers la webcam, vous voyez les 2 potentiomètres ici. Ici c'est A0, ici c'est A1. On va vérifier ça. Dans mon programme principal, qu'est-ce que je fais? Hop, le voilà. Je lance configure ADC. Alors j'ai d'autres fonctions qu'on verra en TD. Et dans un while 1, je lance la conversion à l'infini, avec d'autres choses, mais c'est uniquement ça qui nous intéresse. Je mets un breakpoint juste en dessous de convert. Donc quand je m'arrêterai ici, j'aurai fini de convertir. Je lance une session de debug. Si je mets run, il va s'arrêter jusqu'à convert. Ici, j'ai choisi de regarder voltage 1. On voit que sa valeur, pour le moment, elle vaut n'importe quoi, je vais mettre 0. Je vais remettre ma webcam. Je vais tourner ici le bouton dans une certaine config et j'y vais. Hop, j'appuie sur Run, j'ai terminé ma conversion. Je vois que le résultat est de 2063. Si je le tourne d'un côté complet, donc il va aller hop, à 0. Ici, je l'ai tourné et je vois qu'il vaut 0. Donc je vous rappelle, à chaque fois que j'appuie sur Run, là, hop, je fais Convert. Je relance une nouvelle conversion, je stocke le résultat dans voltage 1. Hein. Et je peux voir que, donc là je l'ai tourné au taquet à 0. Hein. Si je le tourne un petit peu, on va voir le nombre monter. 1050. Donc j'appuie comme ça. Vous voyez le nombre qui monte au fur et à mesure que je tourne. Donc de 0 jusqu'à 4095. Alors petite remarque, là je tourne encore, mais ça sature à 4095 parce que lui, c'est en son alim, c'est 0,3,3 volts. Or le converteur c'est 0,3 volts. Donc entre 3 et 3,3, lui il mesure 4095, il n'est pas capable d'aller au-dessus. Ok? Voilà pour la petite démo de ce cours. Alors, pour conclure, je vous ai fait des exercices pour vous entraîner. Donc je vous ai fait 4 exercices ici et je vous propose de les faire à la maison
Et je vous donnerai, comme pour les exercices des GPIO, la correction sur Moodle. Voilà, c'est tout pour cette grosse vidéo sur le chapitre sur le convertisseur analogique numérique. Quelques petits points à retenir. Donc, le convertisseur analogique l'ADC du DSP, il fonctionne sur 12 bits, donc avec des chiffres compris entre 0 et 4095 pour 0,3 volts en entrée. Il y a plusieurs registres pour le configurer. Suivez bien l'ensemble de registres que je vous ai présentés. Et choisissez également les voies que vous voulez convertir et l'ordre des voies que vous voulez convertir. Enfin, connaissez les registres pour lancer la conversion, attendre la fin des résultats. Attendez bien la fin de la conversion pour avoir les résultats. Et ensuite, récupérer les résultats. Voilà, je vous remercie et on continuera sur un autre chapitre dans une prochaine vidéo.